J'ai longtemps été séduit par le pouvoir des techniques. Au début des années 90, j'étais absolument persuadé qu'elles étaient en capacité de résoudre tous nos problèmes écologiques. Depuis lors, les années passant, d'année en année, une pluie, une masse de données, d'analyses, nous ont au contraire montré que la situation empirait. Tous les grands indicateurs environnementaux s'envolaient vers le ciel, si j'ose dire. J'ai donc dû renoncer à mes illusions. Je m'étais tout simplement trompé. Alors je ne suis évidemment pas en train de vous dire qu'on peut se passer de technique. D'ailleurs, il n'y a pas d'humanité sans un aménagement technique de nos conditions d'existence. Même les animaux recourent à des techniques. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit plus précisément de bien savoir ce que l'on peut en attendre ou non. Pour chercher à répondre à cette question, je vous invite à considérer avec moi ce qu'on appelle la croissance, le jeu économie-croissance. Parce que c'est la croissance, justement, qui nous a convaincus de ce pouvoir sans borne des techniques. Et d'ailleurs, que ce soit à une échelle collective, que ce soit chacun de nous, eh bien, chaque fois qu'on a un choix écologique à faire, systématiquement, on le met de côté et on lui préfère un bénéfice économique immédiat. Alors, d'où nous vient cette passion pour l'économie, cette passion pour la croissance? Eh bien, elle nous vient d'une période très limitée dans le temps, récente de notre histoire, ce que nous appelons les 30 glorieuses. Grosso modo, les années 50, les années 60 et le tout début des années 70. Et à l'issue de cette période, on a tous plus ou moins été persuadés que l'avenir était ouvert, que le progrès ne connaîtrait aucune limite, et voire même que l'avenir était radieux. Alors pour ça, il faut bien comprendre que durant cette période, c'est la période aussi pendant laquelle les économistes et les politiques ont commencé à mettre sur l'agenda public la question de la croissance comme une question centrale. Eh bien, cette croissance des 30 glorieuses, elle a délivré 3 fruits. Le premier des fruits qu'elle a délivré a été un accroissement du sentiment de bien-être. Et ce n'est pas très difficile à le comprendre. Tout d'abord, nos lieux de vie sont devenus plus spacieux, plus confortables. Les salles de bain ont fait leur entrée dans les appartements, dans les maisons. Cette même période a permis de bâtir toutes sortes d'infrastructures, en termes d'énergie, en termes de communication, en termes de mobilité. Pensez aussi à l'électroménager qui a largement soulagé nombre de tâches domestiques. Et l'alimentation est devenue plus variée et surtout beaucoup moins chère, obérant beaucoup moins le menu des ménages. Second fruit que nous a donné la croissance, ce qu'on appelle le plein emploi. C'est-à-dire, à cette époque-là, quel que soit le niveau d'études qui était le vôtre, vous n'aviez aucune difficulté à trouver un emploi, et quand vous en aviez un, vous n'aviez pas peur non plus de le changer. Vous n'aviez pas peur de ne pas en retrouver un autre. Ça, c'est le second fruit. Et troisième fruit, extrêmement important aussi, c'est durant cette période que, en Europe en tout cas, aux États-Unis déjà un petit peu avant, les inégalités ont entamé une très forte décrue. C'est la période pendant laquelle ont émergé ce qu'on appelle les classes moyennes. Et effectivement, à partir de ce moment-là, eh bien, une large partie de la population a pu accéder aux loisirs, a pu payer des études à leurs enfants,
etc. Ça pourrait paraître une époque bénie. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à compter des années 70, petit à petit, chacun de ces fruits s'est transformé en une sorte de poison. Et en prime, on a commencé à constater que la croissance dégradait les conditions d'habitabilité de la planète Terre. Revenons à chacun de ces fruits, revenons au premier ancien fruit, celui de l'augmentation du bien-être. Eh bien, petit à petit, la croissance est apparue comme réduisant, en fait, détruisant, même si on a mis du temps à s'en rendre compte, le bien-être. Premièrement, déjà, l'industrie, puisque les infrastructures étaient là, on n'allait pas les refaire. L'industrie s'est orientée plutôt vers de petits objets. Quand vous passez d'un appartement insalubre à un grand appartement confortable, vous imaginez bien que le gain de bien-être, il n'est pas éphémère, il est permanent. Quand vous achetez un smartphone dernier cri, au mieux, vous aurez un plaisir éphémère. La globalisation a mis en concurrence 8 milliards d'individus. Et surtout, dirais-je, le progrès, petit à petit, et ça c'est plus récent, commençait à devenir anxiogène. Passons au second ancien fruit, toujours encore le plein emploi. Là encore, même si on peut ergoter sur les statistiques de chômage, effectivement, il y a des pays où le taux de chômage paraît relativement bas. Mais si vous considérez le taux d'activité au sein des populations des anciens pays occidentaux, eh bien là, vous remarquerez que partout, il baisse. On en arrive au troisième fruit qui, lui aussi, à son tour, se transforme en poison. Eh bien, au lieu d'une réduction des inégalités, on assiste, depuis plus d'une décennie maintenant, au contraire à l'augmentation des inégalités. Les États-Unis sont un cas tout à fait exemplaire parce qu'en 2009, il y a presque 10 ans, ils étaient revenus au niveau d'inégalité qui était le leur au début des années 20. L'Europe résiste un petit peu. Vous avez aujourd'hui les 8 personnes les plus riches au monde qui possèdent, il y a une petite asymétrie, qui possèdent en termes de fortune l'équivalent des revenus annuels des 3 milliards 600 millions d'individus les plus pauvres sur Terre. Je peux vous le certifier, même Ramsès II dans son palais ne rêvait pas d'un écart aussi gigantesque entre lui et ces fellahs de l'époque. Et évidemment, à cela doit être ajouté cet autre aspect qui est évidemment bien sûr fondamental. Je vous le disais, la croissance est devenue un poison pour l'habitabilité de cette planète. Durant les 30 dernières années, nous avons émis plus de gaz à effet de serre que depuis le début de l'ère industrielle. Les 10% de la population les plus riches émettent 50% des émissions de gaz à effet de serre, et vice-versa. La moitié, les 50% les plus pauvres, n'émettent que 10% des émissions de gaz à effet de serre. Les flux de matière, c'est-à-dire ce qu'on extrait des sous-sols, depuis le début des années 2000, croissent beaucoup plus vite que la croissance du PIB elle-même. Or, et c'est fondamental, ce sont ces flux d'énergie, de matière qui corrodent l'habitabilité de cette planète. À ça, vous devez ajouter évidemment la démographie. Chaque fois qu'un nouvel être humain naît sur Terre, eh bien, il préempte en quelque sorte la petite part de surface sans laquelle il ne saurait vivre.
et il la soustrait pour une part aux sauvages. Depuis peu de temps, le changement climatique commence à vous toucher, à nous toucher, dans notre expérience la plus directe. Vagues de chaleur, sécheresse, inondations, incendies. Et du coup, le coût général des catastrophes sur Terre s'envole, explose. Et la prochaine étape de ces dégradations, eh bien, c'est un affaissement, pour ne pas dire plus, progressif de nos capacités à produire de l'alimentation. Le climat, c'est une chose, mais le climat, ça n'est jamais que les conditions optimales pour l'existence d'un certain type d'espèces. Or, les espèces qui vivent sur Terre sont très mal en point. Dans une région pourtant protégée d'Allemagne, avec une agriculture qui n'est pas une agriculture totalement conventionnelle, durant les 3 dernières décennies, ce sont plus de 75% des insectes volants qui ont disparu. Même les espèces les plus ordinaires, celles qui sont adaptées à des contextes très différents, voient et leurs habitats se restreindre et leur population s'affaisser. Et du coup, ne vous étonnez pas, le rythme d'extinction des espèces, lui aussi, prend l'ascenseur. Alors que faire? Doit-on se fier aveuglément aux recettes miraculeuses que l'on nous promet en matière de technologie? Ma réponse est claire, non. Et pourquoi? Je vais vous donner quelques arguments. Le premier argument, chaque point de croissance qui permet un essor technologique équivaut à des flux énergétiques additionnels, équivaut à des flux de matière additionnels avec leur aspect destructeur. Il y a une 50aine d'années encore, dans les grands gisements pétroliers, il suffisait d'investir 1 baril pour en retirer 100. Aujourd'hui, avec 1 baril, en général, je parviens, pour du pétrole conventionnel, à en extraire une quinzaine. Pour nos techniques, nos high-tech, à prétention écologique, parfois pour récupérer quelques grammes de métaux semi-précieux, nous sommes obligés d'excaver et de traiter des tonnes de matière. Donc, il nous faut, de toute évidence, changer de direction. Alors, est-ce à dire que c'est facile? Certes pas. Mais il faut que l'on considère à nouveau l'économie comme un moyen et non comme une fin. Et comme vous allez le voir tout de suite, même l'ONU n'est pas du tout au diapason de ce genre de protection. Je vais vous lire le dernier alinéa de l'article 3 de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Il convient d'éviter que les mesures prises pour lutter contre les changements climatiques, y compris les mesures unilatérales, constituent un moyen d'imposer des discriminations arbitraires ou injustifiables sur le plan du commerce international ou des entraves déguisées à ce commerce. Vous l'avez compris, le commerce peut être le climat. C'est à peu près l'ordre de priorité qui est le nôtre. Et on peut faire le même constat pour notre pays, pour la France. Vous vous souvenez, il y a quelques mois, l'adoption par le Parlement, sous la proposition de Nicolas Hulot, d'une loi sur les hydrocarbures. Eh bien, le fait que l'on considère que la liberté d'entreprendre et la liberté de commercer sont au-dessus de tout le reste, cette loi n'aura pas d'application avant 40 ans. Et je vous le dis tout de suite, dans 40 ans,
sur le sujet climatique, la messe sera largement dite. Alors évidemment, je ne vais pas vous donner des indications très précises. Je vais partager ma conviction selon laquelle il est vraiment important d'aller dans les 4 directions que je vais vous indiquer. Première direction, maintenir un système Terre accueillant pour le vivant. Vous imaginez bien que si on doit se terrer pour échapper à des événements extrêmes, si on a de la peine à se nourrir, si on doit aller rechercher un refuge en Nouvelle-Zélande ou en Arctique, sur une planète chaude, c'est certainement pas ce qui va contribuer à l'amélioration de notre bien-être. Deuxième condition, un petit peu plus complexe, retrouver les liens profonds qui nous unissent aux vivants. La modernité est notamment apparue à la faveur de l'avènement de la physique moderne. Celle-ci nous a amenés à concevoir la nature comme un pur agrégat de particules matérielles extérieures les unes aux autres, régies par des lois très simples. Ainsi comprise, la nature n'a plus rien à voir avec les êtres humains. Elle nous est totalement étrangère. Et seuls des animaux-machines pourraient encore vivre sur cette nature. Or, la biologie, depuis son essor avec Darwin, à la faveur de 3 révolutions successives, a en quelque sorte mis fin à ce mythe scientifique. Première révolution, Darwin lui-même, qui replace l'espèce humaine parmi les autres, au sein de l'évolution naturelle des espèces. Deuxième révolution, beaucoup plus proche de nous. Seconde moitié du XXe siècle, l'éthologie, l'étude du comportement des animaux, nous a montré avec force expérience que la différence entre nous et les autres animaux était une différence non de nature, mais de degré. Troisième révolution, elle est en cours, c'est celle de la biologie végétale. Beaucoup de travaux nous montrent désormais que les plantes ne sont pas moins vivantes que les animaux. Elles, alors évidemment, pas de la même manière, mais elles exercent toutes les fonctions propres aux vivants en général. Il ressort de ces 3 révolutions que nous faisons un avec la nature. Et ne vous étonnez pas si aujourd'hui de nombreuses études nous montrent que pour notre bien-être et que pour notre santé, il nous est nécessaire d'être au contact de la diversité du vivant. Troisième orientation, troisième valeur, si vous voulez, eh bien, remobiliser les petits collectifs au travers de coopératives, au travers d'expérimentations écologiques, via l'économie sociale et solidaire. Et pourquoi? Eh bien, parce que, en fait, et c'est ce qui découle de ce que je viens de dire avant, nous autres humains avons été forgés par un procès d'hominisation qui a duré des centaines de milliers d'années. Il est totalement en nous. Et durant ce long procès, les groupes humains n'ont jamais excédé une vingtaine de personnes. Et c'est dans ces petits groupes que le fondement de la vie, l'entraide, sans entraide, pas de cellules, eh bien que l'entraide se fait sentir et se déploie le mieux. Enfin, quatrième orientation, quatrième valeur, si vous voulez, renouer avec la spiritualité pour surmonter l'obsession de l'accumulation matérielle. Faire un avec le vivant, eh bien, c'est cesser de le considérer comme un stock de ressources à exploiter et à détruire. Et c'est déjà en cours. Vous le voyez aujourd'hui au travers de la montée de la sensibilité à la cause animale. C'est aussi ce savoir, partie intégrante d'un tout, que probablement ce tout nous dépasse, et dépasse au moins partiellement nos capacités de compréhension, ce qui est une incitation à la modestie. Et enfin, renouer avec la spiritualité, c'est tourner le dos progressivement au consumérisme et se donner des modèles de comportement qui nous tirent
plutôt vers le haut que vers le bas. Et donc, pour conclure, il convient, et c'est urgent, d'oublier nos rêves de croissance verte, d'articuler nos actions autour de ces 4 axes, et c'est ce qui pourra contribuer à nous faire retrouver le plaisir d'exister et à nous mettre à nouveau sur le chemin d'une humanité qui va vers le meilleur. Je vous remercie.